Bonjour à tous. L'AVC au sens large du terme est une affection assez courante. En effet, elle est la première cause d'handicap et la troisième cause de décès chez l'adulte. Les facteurs prédisposants sont l'âge, le sexe, plus fréquent chez l'homme que chez la femme, les antécédents cardiovasculaires ainsi que les facteurs aggravant ceux-ci, comme le tabagisme ou le diabète. Chez notre patient, qui est un patient âgé, la cause est une fibrillation auriculaire ayant causé un thrombus ainsi que l'embolisation de ce dernier. Il est traité avec un agoniste GABAergique, le baclofène, et des toxines botuliques. Le baclofène est un myorelaxant lipophile qui est plus lipophile que le GABA lui-même, qui agit au niveau de la moelle épinière comme agoniste du récepteur GABA de type B en inhibant les réflexes mono et postsynaptiques. Le processus physiopathologique est le suivant. La fibrillation auriculaire occasionne une stase sanguine au niveau de l'oreillette, ce qui favorise la coagulation et ainsi que la formation d'un thrombus. Lors d'une fibrillation auriculaire ultérieure, un embole se détache et va obstruer l'artère sylvienne gauche. Cette obstruction cause une ischémie de la zone concernée, une nécrose de liquéfaction et une perte de fonction. L'artère sylvienne gauche, aussi appelée artère cérébrale moyenne gauche, est une branche issue de la carotide interne. Elle se situe en dehors et en haut en croisant la substance perforée en antérieur. Elle pénètre dans la scissure de sylvius où elle chemine. L'artère sylvienne assure la vascularisation de certaines parties profondes du cerveau, comme les capsules internes et externes et la plus grande partie des noyaux striés, mais aussi, en superficie, celle d'une grande partie de la face externe de l'hémisphère cérébral concerné, celle de la face inférieure externe du lobe frontal et celle de la substance blanche sous-jacente à ces deux territoires. Comme on peut le voir sur l'image du dessous, elle est en relation via la communicante postérieure avec le tronc basilaire. La mise en évidence d'une telle obstruction se réalise grâce à l'imagerie médicale couplée à des produits de contraste, ce qu'on appelle angio-RM ou ARM du polygone de Willis. Le faisceau pyramidal constitue les axones descendants des neurones moteurs corticospinaux. L'origine principale de la voie pyramidale étant le cortex moteur primaire. Les corps neuronaux pourront être retrouvés au niveau de l'homunculus moteur de Penfield, représentant l'organisation de la commande motrice des muscles du corps humain. Face, membre supérieur, tronc et membre inférieur. Les fibres traversent le centre ovale et se retrouvent dans la capsule interne via la corona radiata. 80 à 90% de ces fibres seront dans les cordons latéraux qui constituent le faisceau pyramidal latéral dit croisé. Il fait une décussation pyramidale dans la partie inférieure du pont au niveau bulbaire. Les 10 à 20% restants seront dans les cordons antérieurs dits directs ou faisceau pyramidal antérieur. Le faisceau latéral se projette principalement sur les neurones moteurs responsables des parties distales des membres, rôle dans la motricité fine. Les fibres du membre inférieur sont latérales et celles du bras, médiales. Les faisceaux antérieurs se projettent surtout sur les neurones à destination du tronc et des membres, proximaux. Ils ont un rôle dans la posture. Les fibres croisent la ligne médiane dans la moelle approximativement au niveau cible pour se projeter sur la corne antérieure du côté opposé. On peut distinguer plusieurs types d'atteintes en se basant sur la spécificité de la vascularisation du territoire lésé. D'une part, si l'embole siège dans la branche superficielle de l'artère sylvienne, l'hémiparésie est à prédominance brachiofaciale comme chez notre patient. Une aphasie dite de Broca peut survenir également. En effet, une atteinte de l'aire de Broca provoque une atteinte motrice du langage. Il faut distinguer cette dernière de l'aphasie de Wernicke, qui touche non plus la production, mais l'élaboration du contenu verbal, qui est alors incompréhensible. On parle alors de parésie et d'hémiparésie contralatérale. D'autre part, si l'embole siège dans les branches perforantes ou profondes, l'hémiplégie est globale et contralatérale au côté lésé. Il est utile de distinguer l'hémiparésie et l'hémiplégie. Elles se distinguent respectivement par la capacité ou non pour le patient à mobiliser son membre. Cependant, il présente tout de même des troubles moteurs au niveau des mouvements grossiers et non précis, ainsi que des troubles du tonus musculaire, qui est alors inférieur à la situation physiologique. En effet, pour ce qui concerne le tonus, le membre concerné présente une spasticité qui augmente la résistance à l'étirement des muscles. Bien que cet aspect est peu important dans ce type d'atteinte, il est cependant utile de l'aborder. L'embolie artérielle est responsable de ramollissement de la région sylvienne ischémique. Le ramollissement correspond à une nécrose de liquéfaction du tissu cérébral.
En effet, l'ischémie causée par l'embole entraîne une dégénérescence par manque d'apport nutritif en oxygène et en glucides des cellules nerveuses. La myéline se segmente et forme dès lors des gouttelettes graisseuses qui seront phagocytées par les cellules de la névroglie. Ces cellules sont responsables de la libération d'enzymes lysosomiales qui entraîneront la liquéfaction des tissus environnants. La dégénération progressive va causer la disparition des éléments nerveux ainsi que la perte de certaines fonctions. Ces éléments sont remplacés par du tissu cicatriciel.